il va se confronter au même mur de l'argent, au même mur du capital que les autres. Ça commence déjà. Ah oui. Je nuance le propos en disant que c'est sûr. Attends, excuse-moi. Vous êtes C'est une chaîne italienne. Sky. Ah, d'accord. Je vais pas demander la permission. Ah, mais c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi qui l'ai. D'accord. Fabri, il peut ramener qu'une chaîne italienne. De racisme. C'est objectivement sûr que Hollande, président de la République, vous aurez un gouvernement qui partagera vos préoccupations et qui devrait aller dans sa politique, etc. Moi, ma conception du syndicat, c'est que tout en étant proche, tout en étant tout à fait conscient de la convergence avec le gouvernement, le syndicat reste indépendant. Ah ben ça, parce que l'histoire m'a montré que que même un personne, gouvernement de gauche, de temps en temps, il déconne. Ah, putain. Et quand un gouvernement de gauche déconne, il est bon qu'un syndicat le lui rappelle qu'il ne faut pas qu'il déconne. on les votera dessus de la même manière. Il ne faut pas qu'il déconne. Et des plaques qu'on a déjà préparées au cas où. Tu sais, des plaques à gravité. Au cas où. Il faut déjà trouver l'ancienne. La politique de la gauche, elle se fixe au point d'équilibre du rapport de force entre le travail et le capital. Bertrand, on en reparlera. Il n'y a pas de problème, on en reparlera. Nous, on a décidé qu'aux législatives, nous, on va être candidats. Parce qu'il faut voter que sur nous-mêmes. Il y a comme ça qu'on se prend en compte. Il faut toujours se méfier. Il y a quelqu'un qui a rappelé Lula tout à l'heure. Ouais. La première fois, moi, que j'ai reçu Lula en Roger était là. Je lui ai expliqué sans rire que quand on faisait du syndicat, il ne fallait surtout pas déraper dans la politique. Et qu'il fallait pas devenir un homme politique. Un syndicat, c'est un syndicat, c'était pas un politique. Alors méfie-toi quand tu dis je deviendrai député. Deuxièmement, la deuxième fois que j'ai reçu Lula, il se présentait à la présidence. La deuxième fois que j'ai reçu Lula, il se présentait à la présidence de la République. Et moi, j'étais ministre de Michel Rocard. Donc j'ai reçu dans mon bureau de ministre. Et il a rigolé quand il t'a vu. Ah ben un peu, il a rigolé. Moi, quand on était préfet, j'étais là-bas, il me dit alors, le moustachu est toujours contre le politique. Ah oui, oui. Alors j'ai eu quelques difficultés à lui expliquer que quand tu faisais du syndicat, il vaudrait bien pas faire de la politique. Bon, voilà. Ça n'empêche que c'est aussi dans l'esprit de la résistance, c'est dire attendez, croyez pas parce que vous êtes soi-disant de mon côté, quand on fait une confiance aveugle. C'est ça l'idée, c'est ça le message de dictature. Le rapport de force, il est entre le travail et le capital. Il n'est pas entre les syndicats. Ça, mais nous on veut que vous entendiez ça. Il est entre le travail et le capital. Nous on veut que vous l'entendiez. Nous, élus socialistes, on est du côté du travail. Et on veut avec vous créer le rapport de force. On est face au capital. Alors restez de rêver, il ne faut pas croire, parce qu'on est des ouvriers, qu'on est tout le temps du côté que vous croyez. Ça, c'est un message qu'on fait passer, mais pas uniquement à vous, à tous ceux qui sont venus ici. Tu sais, Edouard, ça on le sait. Il y a quelques années, les ouvriers, ils n'ont pas voté pour nous. Ils ont voté Le Pen, ils ont voté Sarkozy. Bon, allez, on revient un peu à l'autre sens. Donc, moi, je continue à prétendre, qu'il faut mettre à profit le temps qui nous sépare de l'échéance présidentielle définitive pour essayer d'amorcer la pompe. Si vous voyez Jean-Marc Ayrault, il y aura inévitablement la réunion publique, etc., son vote public. C'est pas mal qu'en amont ou en aval, il y ait avec lui une discussion, parce que vous repreniez un peu ce qu'on dit en l'approfondissant, en disant, voilà un peu l'agenda, les objectifs à suivre, etc. Avec cette idée de fond que la détermination du gouvernement de Hollande sera décisive et peut-être déterminante, qu'elle est nécessaire, mais probablement elle ne sera pas suffisante. Donc je pense qu'il faudra continuer à voir comment on peut conjuguer la pression européenne, mobiliser l'AFEM, la CES, voir le Parlement, etc. Il y a un dernier point que moi j'attends aussi du gouvernement de Hollande, c'est que Hollande a fixé un certain nombre d'objectifs. S'il est élu. Et il a dit, oui, s'il n'est pas élu,
tout ce que j'ai dit fait quand même partie du paquet à dire avec Sarkozy. Hein. Ça ne change rien de dire avec Sarkozy, sauf que faut quand même être réaliste. Hein. Si Sarkozy est élu, ça ne va pas baigner dans l'huile. Hein. On est mal, ouais. Ça ne va pas baigner dans l'huile. Il va nous regazer. Directement. Donc Hollande, il a dans son programme toute une volonté de décentralisation. C'est-à-dire une réforme assez profonde de l'organisation territoriale. Hein. Et donc il veut aller en donnant plus de pouvoir aux régions, en redistribuant les compétences entre les départements, les collectivités locales, les collectivités territoriales, et il appelle ça une vraie réforme de décentralisation. N'oublions pas que par Mauroy, avec les lois de décentralisation, il y avait eu mise en place ce qu'on appelait des contrats de plan, c'est-à-dire que tous les 5 ans, l'État fixait une perspective de développement, et les conditions du développement de 83 et de maintenant ne sont plus les mêmes. Hein, tout ce qu'on appelle le développement durable, la place de l'écologie est quand même très importante par rapport autrefois. Donc le contenu et les conditions du développement sont tout à fait différentes de 83, mais l'objectif du développement reste. Donc l'État se fixait des objectifs, il les confrontait avec les régions. Et quand l'État et les régions étaient d'accord sur des objectifs, ça faisait un contrat de plan, on les gérait. Donc Hollande a décidé de reprendre tout ça en donnant beaucoup plus d'autonomie aux régions. Actuellement, vous savez qu'il y a une réforme qui a été amorcée par Sarkozy, qui en particulier dit on donne la compétence générale à tout le monde. Alors la compétence générale à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de tout faire, finalement personne ne fait plus rien. Donc, si on va vers une plus grande importance vers les régions ont la responsabilité de l'économie, de l'aménagement du territoire et de la formation, et elles auront, par la réforme fiscale, une possibilité d'avoir les moyens de le faire. Parce que c'est n'ont pas les moyens de le faire, elles peuvent le faire. Alors actuellement, vous savez que la suppression de la taxe professionnelle a dégagé vers l'État, c'est l'État qui donne aux départements et aux collectivités l'argent nécessaire pour qu'ils fassent son action. C'est-à-dire que chacune des collectivités est tributaire de ce que lui donne l'État. Hein? Et comme l'État lui en donne de moins en moins pour des raisons objectives de restriction financière, mais aussi pour des raisons politiques. Si tu as une gueule qui ne revient pas, etc. Regardons le débat qui est autour de l'avion. Hein? Le débat autour de l'avion, et finalement, moi je suis persuadé que le gouvernement actuel, il n'a pas du tout envie que l'avion soit construit à Tremblay et que ça réussisse. Hein? Coup de bol, c'est que Morano, sans s'en rendre compte, a été obligé, et donc la pression ça à quelque chose, elle était obligée au niveau du conseil régional de dire c'est un bon projet, je le soutiens et l'État le soutiendra. Bon, maintenant, elle est quand même un peu publiquement liée pour ça. Mais pour le soutenir, il faut trouver les moyens du financement. Pour trouver les moyens du financement, le promoteur, il n'a sans doute pas à lui tout seul la disponibilité de tous les moyens de financement. Donc on fait appel à un fonds d'intervention, le FIS, le fonds d'intervention stratégique, d'investissement stratégique, et le fonds d'investissement stratégique il fait une étude, et il dit le projet de l'avion est un bon projet, il y a un marché potentiel, mais il y a des difficultés de financement. Donc moyennant quoi, il laisse entendre que s'il y a des difficultés de financement, il ne finance pas. L'action du groupe perd 25% rien que sur cette diffusion-là. Alors tout le monde monte au créneau, Jean-Pierre Masseret, etc. Morano vient en parler, dit je vais faire une réunion au niveau du ministre des Transports pour qu'on réexamine. Et on sort de la réunion en disant l'avion est un bon projet, il y a du potentiel, et l'État s'engage à financer au moins 50%. L'action remonte de 20%. Hein? Donc, tu vois donc que l'influence, elle est quand même importante. Donc, je pense, moi, que dans la décentralisation,
ça c'est aussi un objet à discuter, la réforme des collectivités locales, etc. Et derrière tout ça, il y a un problème qui vous concerne, et qui concerne en particulier plutôt le président de la communauté de communes des Val-de-Fench et les autres élus. C'est quand on a fait la décentralisation et la modernisation de la sidérurgie, tu avais un contrat d'accompagnement qui faisait qu'on a mis en place ce qu'on a appelé des programmes d'aménagement concerté des territoires, des pactes. Il y avait un pacte sidérurgique, et ce pacte sidérurgique disait que, à côté de la modernisation de la sidérurgie, à côté de l'effort à faire pour la formation et la conversion, il y avait aussi un programme de développement des territoires, et ça, c'est un débat que vous ne devrez pas aborder maintenant, parce que votre urgence prioritaire, c'est d'obtenir de Mittal qui se mette autour de la table, qui négocie, que l'Europe fasse pression sur lui, mais l'avenir de la sidérurgie en Lorraine et l'avenir de la vallée de la Fench, il est posé en tout état de cause. Hein? Et le développement de la vallée de la Fench, il est à la fois, s'il y a une présence de la sidérurgie, c'est mieux, hein? Et à côté de la présence de la sidérurgie, créer des emplois pour créer des activités, etc. Donc il y a aussi une réforme à faire. Et ça concerne aussi le travail qu'on a fait depuis à pomper. 10 ans, Pourquoi on a réussi à pomper? Parce qu'à pomper, les syndicats ont dit banco au programme de conversion qu'on a mis en place, qu'ils ont mis le paquet sur la formation, etc. Et qu'on a abouti, avec la disparition de la sidérurgie, à créer autant d'emplois qu'il y en avait disparu. Et ça, c'est aussi un problème qui n'est pas immédiat, mais que vous devez avoir dans la tête. Donc, voilà, moi, ce que je pense, c'est essayer de mettre en place une espèce d'agenda, des objectifs que vous voulez, d'obtenir l'engagement autour du nouveau ministre de l'Industrie. Même notre objectif, c'est pas de reconvertir, hein. Nous, on veut rester sidérurgique, hein, monsieur. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit, hein. En même temps, diversifier. Vous pouvez rester sidérurgique tant qu'il y a une sidérurgie. C'est pour ça qu'on ne pense pas. Oui, non, mais d'accord. Non, mais si, nous, au nouveau gouvernement qu'on aura en face, qu'il soit de droite ou de gauche, notre message, il est clair pour la CGT. C'est rester sidérurgique. On veut des investissements, une modernisation de l'outil de travail. Aujourd'hui, l'acier dans le monde, les besoins n'ont jamais été aussi importants. La demande n'a jamais été aussi importante. On n'a jamais produit autant d'acier dans le monde qu'aujourd'hui. Donc, l'acier, on en a besoin. Et la France, elle en a besoin aussi. Oui, mais admettez. Alors non, mais si demain le Parti Socialiste ou la droite qui sera au pouvoir, elle dira on n'a pas besoin d'acier, alors on n'a plus besoin d'acier. Ne faites pas de procédure, on n'a jamais dit ça, on ne dira pas. Non, mais je et ça n'empêche pas conserver la sidérurgie. Pose une question. Ça n'empêche pas de vous avez une activité sidérurgique. Ok. À côté de la sidérurgie, vous avez quand même bien quelqu'un qui s'occupe de votre acier que vous fabriquez. La métallurgie, l'automobile. Oui. À côté de l'automobile, il y a encore. Bah oui, mais demain on enlève la sidérurgie, l'automobile elle va partir aussi. Un salarié sur deux en Lorraine est un métallo. 50 000 emplois sont menacés. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on défend la sidérurgie. En défendant la sidérurgie, on défend l'industrie. On est en discussion, on va pas le mettre. Qu'on a fait ici, Transition Group à Florence, Pamec, c'est 900 emplois, on a créé 1400 emplois en 10 ans sur nos... Mais les éléments de la consommation, ils sont tout à fait différents. Quand on parle de développement durable, quand on veut à la fois économiser de l'énergie, quand on veut à la fois développer des énergies renouvelables, trouver un équilibre entre le développement du nucléaire et le développement des énergies alternatives. C'est autant d'activités nouvelles qui sont là. Et tout ce qui concerne aussi tout ce qu'est le bien-être. Hein? Quand on regarde au niveau des hôpitaux, quand on regarde au niveau de l'école, quand on regarde au niveau des routes, etc., le bilan de Sarkozy, il est désastreux. Que tu prennes un secteur, c'est la pagaille. Hein?